L'instant où j'ai ouvert le coffret vide, j'ai senti tout l'air quitter la pièce, comme si quelqu'un venait de refermer une main glacée autour de ma gorge. Les bijoux de ma mère, ceux que j'avais juré de garder jusqu'à ma mort, avaient disparu. Seul un minuscule fil de velours rouge restait coincé dans la charnière, comme un dernier témoin. Et soudain, la phrase que Marianne m'avait soufflée le matin même, je les mets en sécurité, maman, je reviens tout à l'heure, se mit à résonner différemment avec une dissonance qui me glaça. Je restai figée quelques secondes, une main posée sur le bord du coffret, l'autre serrée contre ma poitrine. Le salon était silencieux, étouffant, comme si même les murs retenaient leur souffle. La lumière du soir tombait en oblique sur le tapis, révélant des empreintes que je ne reconnaissais pas. Des traces fines, presque hésitantes, comme si Marianne avait tourné en rond avant de se décider. Son parfum, un mélange trop sucré de fleurs d'oranger, flottait encore dans l'air. Elle était venue, elle avait ouvert ce coffret. Elle avait tout pris. Je me relevai lentement, mes genoux protestant sous l'effort. J'essayais de rationaliser. Peut-être qu'elle avait réellement voulu bien faire. Peut-être que je me faisais un film. Mais alors pourquoi m'avoir dit qu'elle n'avait pas eu le temps de passer aujourd'hui au téléphone il y a 2 heures à peine? Pourquoi mentir pour une simple précaution? Je respirais profondément pour calmer le tremblement dans mes mains, mais plus j'y pensais, plus la panique montait. J'ouvris les tiroirs, un par un. Les écrins vides me regardaient comme des orbites creuses. Lorsque je tombai sur celui contenant la broche en argent, celle que mon mari m'avait offerte pour nos 20 ans, mon cœur se serra si fort que j'en eus la nausée. Elle avait tout pris, pas seulement les pièces de valeur, même celles qui n'avaient d'importance que pour moi. Ce n'était plus de la sécurité, c'était un cambriolage déguisé par un sourire familial. Je me laissai tomber sur la chaise du bureau, le souffle court. L'ombre de Marianne se dressa dans mon esprit, sa façon de poser la main sur mon bras en disant « Ne t'inquiète pas, je gère tout », son ton mielleux, presque condescendant. Depuis quelque temps, quelque chose avait changé chez elle, un éclat sec dans le regard, une impatience constante derrière chaque mot. Une inquiétude sourde me traversa. Et si ce n'était pas seulement les bijoux? Je me levai d'un bond et cherchai mon petit classeur bleu où je rangeais mes papiers importants. Le tiroir coulissa avec lenteur. Tout semblait là, sauf un dossier manqué, celui de mon ancienne assurance où figurait l'estimation officielle des bijoux. Je fouillai plus vite, renversant des enveloppes, des factures, des reçus. Rien. Ce dossier aussi avait disparu. Mes mains devinrent moites. Pourquoi prendre ça? À quoi cela pouvait-il bien lui servir? Je sentis une sueur froide me couler dans le dos. Mon regard dériva vers le téléphone posé sur la table basse. Devais-je appeler Marianne, lui demander calmement, comme si je n'avais rien remarqué, ou au contraire lui dire tout de suite que je savais? Mais savais-je vraiment? La vérité me manquait encore. Ce n'était pour l'instant qu'une impression, un faisceau d'indices, un malaise qui me dévorait de l'intérieur. J'eus envie d'appeler Lucienne, ma voisine, ma confidente, mais il était trop tôt pour affoler quelqu'un. Il me fallait d'abord comprendre. Je me dirigeai vers la fenêtre pour respirer un peu d'air frais. La rue était déjà sombre, les lampadaires illuminant les trottoirs d'une lumière jaune tremblante. À cet instant précis, une silhouette que je reconnus trop bien apparut au coin. Marianne. Elle marchait d'un pas rapide, tête baissée, tenant quelque chose pressé contre sa poitrine. Elle ne venait jamais à cette heure-ci. Je me reculai instinctivement pour ne pas être vue. De ma cachette, je la regardai traverser la rue et s'arrêter une seconde devant mon portail. Elle hésita, puis repartit brusquement dans l'autre sens. Pourquoi venir, hésiter, puis disparaître sans frapper? Qu'avait-elle donc emporté contre son manteau avec tant de soin? Je restai cachée jusqu'à ce qu'elle disparaisse de ma vue. Une sensation étrange vibrait dans ma poitrine. De la peur, oui, mais aussi un début de colère mince, encore fragile, qui me poussait à ne plus accepter les évidences qu'on m'imposait. Je retournai dans le salon, fermai le coffret vide et le tins un long moment entre mes mains. Puis je murmurai, presque pour me convaincre, quelque chose ne tourne pas rond. Je dois savoir quoi? Je dois savoir pourquoi? Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais Marianne devant mon portail, serrant contre elle cet objet que je n'avais pas réussi à distinguer. Au matin, mon appartement semblait plus froid que d'habitude, comme si la disparition des bijoux avait vidé quelque chose de plus profond que le coffret.
Je préparai un café, mais le simple parfum me souleva le cœur. Je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Une seule idée me hantait. Aller chez Marianne, regarder autour, chercher des réponses là où les mensonges s'étaient tissés. Je pris mon manteau, mes clés et un sac, puis quittai l'appartement. L'air humide de la rue me fit du bien, même s'il renforçait le tremblement de mes mains. Je marchais d'un pas plus rapide que d'habitude, déterminée, presque fébrile. L'immeuble de Marianne n'était qu'à 10 minutes. Quand j'arrivai devant l'entrée, je restai immobile quelques secondes, le cœur battant trop fort. Fallait-il frapper sans prévenir? Lui dire que je venais juste pour un café? Un prétexte anodin? Oui, faire semblant, encore un peu, jusqu'à comprendre ce qu'elle me cachait. Je sonnai. Un silence, puis des pas. La porte s'ouvrit. Marianne apparut, maquillée à la hâte, encore en peignoir, comme si elle n'avait presque pas dormi non plus. Maman, tu viens si tôt? Sa voix était douce, mais ses yeux étaient peau nerveux. Je le vis immédiatement. Je passais dans le quartier. Je me suis dit qu'on pourrait prendre un café ensemble, dis-je en forçant un sourire. Elle hésita une seconde, puis s'effaça pour me laisser entrer. Oui, bien sûr. Entre. Je pénétrai dans son salon, où tout semblait impeccablement rangé, presque trop. Une odeur de parfum récent flottait dans l'air, comme si elle avait tenté d'effacer un autre parfum avant mon arrivée. Je posai mon sac près du canapé et observai discrètement la pièce. Sur la table basse, un plateau à moitié débarrassé avec 2 verres d'eau. Marianne affirma vivre seule. Alors avec qui avait-elle été ici ce matin? Ou la veille? Assieds-toi, je vais faire chauffer l'eau, dit-elle avant de disparaître dans la cuisine. Ses pas s'éloignèrent. Dès qu'elle eut tourné le dos, je me levai, mes sens en alerte. Je longeai le salon lentement. Rien ne paraissait suspect au premier regard, mais je connaissais chaque geste de ma fille, chaque manie. Elle avait toujours été incapable de dissimuler complètement son agitation. Et aujourd'hui, l'agitation était partout. Un coussin déplacé, un tiroir mal refermé, un plaid jeté à la hâte sur un fauteuil, comme pour cacher quelque chose. Je m'approchai discrètement du meuble TV. Le tiroir entr'ouvert attira mon attention. Mon cœur accéléra. Je l'ouvris de quelques centimètres, juste assez pour glisser mes doigts à l'intérieur. Rien au fond. Mais les objets rangés avaient quoi bouger récemment. 2 dossiers, un petit sac noir en tissu et une enveloppe pliée. Je ne pouvais pas fouiller davantage sans qu'elle s'en rende compte. Mais une certitude s'imposa. Elle avait eu quelque chose ici. Peut-être les bijoux, peut-être autre chose encore. Le café est prêt? Lança Marianne depuis la cuisine. Je refermai doucement le tiroir et retournai m'asseoir, mes gestes mesurés. Elle revint, posant 2 tasses sur la table. Elle me sourit, mais son sourire tremblait légèrement. Tout va bien? Tu es un peu pâle, dit-elle. Je l'observai longuement. Je suis juste fatiguée. Et toi? Elle évita mon regard. Pareil, mauvaise nuit, beaucoup de travail. Je pris la tasse entre mes mains, mais je ne bus pas. L'idée même de boire quelque chose chez elle m'oppressait, même si c'était irrationnel. Je feignis de souffler sur le liquide encore brûlant. Marianne, hier tu as dit que tu n'étais pas passée chez moi, mais j'ai trouvé le coffret vide. Tu sais quelque chose? Je l'avais dit d'une voix douce, presque fragile, comme si j'avais peur de la réponse. Elle se figea. Un silence lourd s'installa. Le coffret? Quel coffret? Demanda-t-elle avec un sourire crispé. Celui où je garde les bijoux de famille. Tu sais bien ceux que tu trouves trop anciens? Elle cligna des yeux, cherchant ses mots. Maman, tu es certaine de ne pas les avoir déplacés? À ton âge, c'est facile d'oublier. Le coup fut sec, précis, un réflexe de défense, du gaslighting pur. Je posai la tasse lentement pour ne pas laisser paraître le tremblement de mes doigts. J'ai la tête encore bien en place, Marianne. Je sais ce que j'ai vu. Et je sais que toi seule avais accès à mon appartement hier. Son visage changea légèrement. Une ombre passa dans son regard. Maman, tu deviens parano. Ce n'est pas la première fois que tu... Que je quoi? Que tu oublies des choses. Je sentis mon cœur remonter dans ma gorge. Comment osait-elle retourner la situation ainsi? Mais je ne devais pas me laisser emporter. Pas maintenant, pas sans preuve. Je vais vérifier encore chez moi, dis-je en me levant. Peut-être que j'ai mal cherché. Elle hocha la tête avec un soulagement trop visible. Oui, fais ça. Et repose-toi un peu, maman. Tu te fais du souci pour rien. Je récupérai mon sac. Avant de sortir, j'observai encore une fois le salon.
Un détail minuscule retint mon regard. Près de la porte d'entrée, un grain de velours rouge identique à celui coincé dans mon coffret. Je sortis en silence, refermai la porte derrière moi et descendis les escaliers lentement. Dehors, l'air froid me fouetta le visage. Je m'arrêtai sur le trottoir, le cœur battant plus fort encore que la veille. Elle savait, elle mentait, et elle avait déjà commencé à me faire passer pour une femme confuse. Je compris alors que ce que j'avais vu n'était qu'une petite partie d'un mensonge beaucoup plus grand. En rentrant chez moi, je sentis mes jambes se dérober légèrement, comme si tout le poids du doute accumulé depuis la veille venait soudain alourdir chacun de mes pas. La porte se referma derrière moi dans un claquement sourd qui résonna trop fort, trop longtemps. Je posai mon sac sur la table, enlevai mon manteau d'un geste mécanique et restai debout quelques secondes, immobile, les yeux perdus dans le vide. Les mots de Marianne tournaient dans ma tête, lourds et poisseux. À ton âge, c'est facile d'oublier. Elle les avait prononcés sans trembler, presque avec douceur, comme une infirmière qui rassure un patient. Mais derrière ce voile de tendresse forcée, je percevais clairement la lame. Elle voulait que je doute de moi. Je fis quelques pas dans le salon, repensant à tous les moments où elle avait fait la même chose sans que je le remarque. Les petites remarques, les soupirs agacés, les corrections inutiles. Maman, tu confonds les dates. Maman, tu t'en souviens à peine. Maman, tu mélanges tout. Et chaque fois, j'avais pris sur moi, par honte, par peur de vieillir, par désir de préserver notre lien. Aujourd'hui, tout cela prenait une autre couleur. Je m'assis dans mon fauteuil, les mains serrées l'une contre l'autre pour calmer le tremblement qui montait malgré moi. Je voulais me persuader que j'étais encore parfaitement lucide, mais la vérité était là. Son comportement m'avait ébranlée. Et pourtant, je savais que je n'avais rien oublié. Les bijoux étaient pour là depuis des années, organisés avec soin. Je retrouvais tout, toujours. Pourquoi aurais-je soudain égaré un coffret entier? Pour me rassurer, je me levai d'un bond et retournai vers l'armoire où je gardais mes documents. J'ouvris le tiroir, vérifiai chaque pochette. Tout y était, sauf le fameux dossier disparu. Cette constatation fit monter une chaleur brûlante dans ma poitrine. Ce n'était pas moi, ce n'était pas un oubli, quelqu'un était venu ici et avait fouillé. Quelqu'un qui connaissait mes habitudes. Je refermai l'armoire doucement, comme si j'avais peur de réveiller un fantôme. Puis, lentement, une idée commença à germer dans mon esprit. Une idée que j'avais repoussée depuis des mois, peut-être des années, sans vouloir la regarder en face. Et si Marianne ne veillait pas sur moi par amour, mais par intérêt? Je me rappelais des conversations passées. Une, en particulier, 3 mois plus tôt. Elle avait insisté pour que je lui donne une procuration bancaire pour m'éviter des tracas. J'avais refusé, par instinct. À l'époque, j'avais mis ce refus sur le compte de ma fierté. Aujourd'hui, cette prudence me sauvait peut-être. Je pris une grande inspiration et attrapai le téléphone. Je fis défiler mes contacts, hésitant entre appeler Lucienne ou me taire encore un peu. Après un instant, je décidai de l'appeler. Sa voix calme, chaleureuse, avait souvent été un phare dans mes nuits agitées. Allô, ma petite Édith? Tu vas bien ce matin? Je fermai les yeux. La douceur dans sa voix me bouleversa, comme si quelqu'un retirait brusquement un poids de mes épaules. Lucienne, j'ai besoin de te parler. C'est à propos de Marianne. Un silence léger, attentif. Je t'écoute. Je lui racontai tout. Le coffret vide, la visite chez Marianne, son ton condescendant, les traces d'un passage. Elle ne m'interrompit pas une seule fois. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était grave, presque inquiète. Je ne veux pas te faire peur, Edith. Mais hier, en allant chercher mon courrier, j'ai croisé ta fille près de ton immeuble. Elle avait l'air agitée. Elle parlait au téléphone. Je l'ai entendu dire. Elle ne se rendra compte de rien. Mon souffle se coupa net. Tu es sûre? Certainement. Aussi sûre que de mon propre nom. Elle n'avait pas vu que j'étais derrière elle. Je sentis mes doigts s'engourdir comme si mon corps refusait de supporter cette révélation. Je m'assis d'un coup sur la chaise la plus proche. Les mots flottaient encore dans l'air, lourds, menaçants. Elle ne se rendra compte de rien. Lucienne reprit doucement. Édith, ma chérie, je crois qu'il est temps que tu prennes des précautions. Je peux t'accompagner à la mairie ou au commissariat si tu veux juste demander conseil, sans rien accuser, juste pour comprendre tes droits. Je ne répondis pas immédiatement. L'idée d'impliquer la police me terrifiait, c'était admettre que ma propre fille pouvait me faire du mal.
Mais pouvais-je vraiment ignorer ce qui se déroulait sous mes yeux? Je pris une inspiration tremblante. Je vais réfléchir. Merci, Lucienne. Merci d'être là. Nous raccrochâmes. Je restai un long moment avec le téléphone dans la main, comme si le contact plastique pouvait me donner du courage. Pour tenter de me changer les idées, je me levai et fis le tour de l'appartement. Chaque objet semblait chargé d'un nouveau sens. Les photos encadrées sur la commode, où Marianne, à 10 ans, souriait en tenant mon bras. Les assiettes offertes par ma mère, le rideau que j'avais cousu moi-même. Tout me rappelait une époque où je croyais encore que ma fille serait la personne la plus sûre de ma vie. Je posai la main sur une photo où Marianne, encore adolescente, riait aux éclats en me regardant. Ce rire-là, où avait-il disparu? À quel moment s'était-il transformé en ce sourire froid, contrôlé presque sans âme? Je ne trouvais pas de réponse. Je retournai m'asseoir, le cœur lourd. Une petite voix en moi murmurait déjà ce que je refusais d'admettre. Ce n'était plus un simple malentendu. Quelque chose de grave se tramait, quelque chose que je devais absolument découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Et pourtant, malgré cette peur qui montait en moi, une autre émotion commençait à percer à travers le brouillard. Une volonté nouvelle, une détermination que je croyais avoir perdue depuis longtemps. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais une chose était désormais certaine, je n'allais plus fermer les yeux. Pas cette fois. Lorsque Lucienne raccrocha, le silence retomba autour de moi comme une couverture lourde, presque suffocante. Je restai là, assise, les mains jointes, incapable de bouger. Ces mots résonnaient dans ma tête. Elle ne se rendra compte de rien. Comme une menace à peine voilée, une phrase qu'on chuchote avant d'agir dans l'ombre, je sentis une vague de froid m'envahir, puis une autre, plus chaude, presque brûlante, une colère que je ne reconnaissais pas. Longtemps, j'avais accepté d'être celle qui s'excuse, qui minimise, qui pardonne. Mais cette phrase-là, elle franchissait une limite. Je me levai soudain comme poussée par une impulsion plus forte que ma peur. Je devais voir moi-même ce que Lucienne avait aperçu. Je traversai l'appartement jusqu'à la fenêtre donnant sur la rue. La journée était grise, couverte d'un voile opaque qui accentuait les ombres. Je scrutai le trottoir, l'entrée de l'immeuble, l'angle où Marianne avait été aperçue. Rien, seulement un couple qui marchait lentement et un livreur qui rangeait son vélo. Mais l'idée d'elle, debout là, parlant d'une voix pressée, me donna un frisson d'inquiétude. Je me détournai de la fenêtre et retournai vers l'armoire. Cette fois, je sortis tout. Les factures, les relevés, les polices d'assurance. Je posai tout sur la table, méthodiquement, comme si je menais ma propre petite enquête. Il me manquait une pièce importante, le dossier bleu. Et ce n'était pas un hasard. Quelqu'un l'avait pris. Et ce quelqu'un n'était pas un inconnu. Je retrouvai encore une fois le coffret vide, l'ouvris, passai mes doigts sur le velours. Une sensation de trahison me serra la gorge. Comment Marianne avait-elle pu entrer ici sans m'en parler? Et surtout, pourquoi? Pour tenter d'éclaircir mes idées, j'allai dans la cuisine et me préparai une tasse de thé. Mais même le bruit rassurant de l'eau bouillante n'arriva pas à calmer mes pensées. Je me rappelai soudain une scène lointaine. Marianne avait 8 ans. Elle avait pris en cachette une broche ancienne dans mon tiroir pour l'offrir à une amie de classe. Lorsque je l'avais retrouvée, elle avait d'abord nié, puis éclaté en larmes en disant qu'elle voulait simplement faire comme les grandes. À l'époque, j'avais ri, attendri. Aujourd'hui, ce souvenir prenait une autre forme. Et si cette légèreté, cette désinvolture envers les objets précieux n'avait jamais disparu? Je pris ma tasse et retournai m'asseoir au salon. Une odeur inhabituelle flottait dans l'air, subtile, presque imperceptible, comme si quelqu'un avait porté un parfum différent du mien ou de celui que j'utilisais habituellement. Je respirai plus profondément, une note boisée, légèrement ambrée. Pas la mienne, pas celle de Marianne non plus. Je me levai d'un coup, intriguée. Était-il possible que quelqu'un d'autre l'ait accompagnée ici? L'idée me heurta comme un coup invisible. Pourquoi serait-elle venue accompagner? Et qui? Pour chasser cette pensée, je décidai de sortir un moment. L'air extérieur me ferait du bien. En refermant ma porte, je tirai la poignée pour vérifier la serrure. Elle était bien enclenchée, mais quelque chose dans le cliquetis me sembla différent, comme si la serrure avait été manipulée récemment. Sans l'ombre d'une preuve, cette impression m'angoissa davantage. Je descendis l'escalier en m'appuyant sur la rambarde, mes pas résonnant doucement contre les marches. Dehors, l'air était vif,
presque coupant. Je marchais lentement jusqu'à la petite place au bout de la rue. Les bancs étaient vides, étaient vides. Les feuilles humides glissaient sous mes chaussures. Je m'assis, pris une grande respiration et tentai de rassembler mes idées. À mesure que je repensais aux derniers jours, un schéma se dessinait. Les visites imprévues, les questions insidieuses sur mes papiers, ces remarques sur ma mémoire, ces sourires tendus, et maintenant les bijoux disparus. Une femme âgée passa près de moi, un cabas au bras. Elle me salua d'un signe de tête. Je répondis machinalement. Son regard bienveillant me fit réaliser à quel point j'étais seule face à cette situation, seule contre ma propre fille. Une douleur sourde monta dans ma poitrine, mais je refusai de la laisser s'installer. Je devais agir, réfléchir lucidement, même si tout semblait menaçant. Après quelques minutes, je me levai et pris le chemin du retour. En arrivant devant l'immeuble, mon regard fut attiré par un petit morceau de ruban coincé dans la grille, rouge, identique au velours des écrins. Je tendis la main et l'attrapai. Il était effiloché sur un côté, comme s'il avait été arraché rapidement. Mon cœur s'emballa. Elle était passée par là. Elle avait peut-être même sorti les bijoux ici même, au bord de la rue. Je serrai le ruban entre mes doigts, une nouvelle certitude montant en moi comme une vague lente et implacable. Ce n'était plus un malentendu, ce n'était plus une inquiétude vague, c'était un geste intentionnel, une manipulation, une volonté claire d'effacer quelque chose ou quelqu'un. Je rangeai le ruban dans ma poche et montai chez moi, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus seulement peur. J'étais prête à découvrir la vérité, peu importe ce qu'elle révélerait. De retour dans mon appartement, je restais un moment immobile devant la porte refermée. Je n'osais pas avancer. Depuis quelques heures, j'avais l'impression que chaque recoin de cet espace que je connaissais par cœur abritait désormais une menace invisible. Je posai ma main sur la poignée comme pour vérifier une fois de plus qu'elle n'était pas forcée. Le cliquetis de la serrure me sembla encore étrange, trop souple, presque fatigué, comme si quelqu'un l'avait manœuvré avec insistance. Je secouai légèrement la tête pour chasser ses pensées, même si l'inquiétude restait collée à ma peau. En entrant, j'allumai la lumière du salon. Tout était en place, exactement comme je l'avais laissé. Pourtant, je n'arrivais plus à regarder ces meubles sans méfiance. Je retirai mon manteau et le posai sur le dossier d'une chaise, avant de m'approcher de la table où j'avais laissé étaler mes papiers. Je me mis à les examiner lentement, un à un, dans l'espoir de trouver une cohérence ou un indice qui m'aurait échappé. Mais chaque document ne faisait que confirmer la même chose. Il manquait le fameux dossier bleu, et il ne pouvait pas s'être volatilisé tout seul. À cet instant, un coup léger retentit à la porte. Mon cœur se serra, je n'attendais personne. Je restai parfaitement immobile, n'osant même pas respirer. Un second coup, plus discret encore, suivit. Je m'avançai sur la pointe des pieds jusqu'à l'œilleton. Un jeune homme se tenait là, vêtu d'une veste grise, un casque de scooter à la main. Je ne le connaissais pas. Il semblait nerveux, regardant autour de lui comme s'il craignait d'être vu. Je déglutis, ouvris la porte d'1 centimètre, la chaîne toujours en place. Bonjour, je peux vous aider? Il releva la tête, surpris que quelqu'un lui réponde. Vous êtes Madame Morel? Je me raidis. Oui, pourquoi? Il sortit une petite enveloppe de sa poche. On m'a demandé de vous remettre ça. On m'a payé pour la livraison, je ne sais rien d'autre. Avant que je n'aie pu répondre, il glissa l'enveloppe dans l'espace étroit laissé par la chaîne, puis s'écarta rapidement. Bonne journée et bonne chance, dit-il avant de disparaître dans l'escalier. Je refermai la porte, verrouillai soigneusement et restai un moment dos contre le bois, essayant de calmer les battements de mon cœur. L'enveloppe était légère, étonnamment froide. Je retournai au salon et m'assis pour l'ouvrir. À l'intérieur, une seule feuille pliée en deux. Aucun nom, aucune signature. Juste une phrase écrite d'une écriture fine, nerveuse, presque pressée. Ne lui faites plus confiance, elle a déjà revendu la moitié. Je relus la phrase plusieurs fois, chaque mot frappant un peu plus fort que le précédent. La moitié? La moitié de quoi? Des bijoux? De mes objets? Ou pire encore, de mes économies? Je sentis une montée de vertige me forcer à poser la feuille. Le jeune homme avait-il conscience de ce qu'il transportait? Qui pouvait m'avoir envoyé cela? Quelqu'un qui connaissait Marianne? Quelqu'un qui avait assisté à quelque chose? La colère douce mais tenace qui m'habite depuis la veille se transforma en un fil solide.
Je ne pouvais plus rester dans l'hypothèse. Il fallait des preuves, des faits. Je pris le ruban rouge, trouvé plus tôt, et le posai à côté de l'enveloppe. Deux indices, deux signes d'un même secret. Je rassemblai mes papiers, pris mon sac et, porté par une décision plus nette que jamais, sortis de l'appartement. La bijouterie où mes pièces avaient été souvent nettoyées se trouvait à 15 minutes à pied. Le trajet me sembla étrangement court malgré la lourdeur de mes pensées. Quand j'entrai, la clochette tinta doucement. Le bijoutier, un homme d'une soixantaine d'années, leva les yeux et me salua avec chaleur. Madame Morel, que puis-je pour vous aujourd'hui? Je posai mes mains tremblantes sur le comptoir. Dites-moi, quelqu'un est-il venu récemment vous montrer des bijoux qui pourraient être les miens? Il fronça légèrement les sourcils, prit le temps de réfléchir. Eh bien, une jeune femme est venue il y a quelques jours, cheveux foncés, manteau beige, très pressée. Elle voulait faire estimer quelques pièces anciennes. Mon souffle se coupa. Vous souvenez-vous de ce qu'elle vous a montré? Il plissa les yeux, comme pour revoir la scène. Une broche en argent, très travaillée, et une bague avec une pierre bleu nuit. Elles m'ont rappelé les pièces que vous aviez apportées il y a 1 an. D'ailleurs, j'ai failli vous appeler. Je me suis demandé s'il y avait un lien. Je sentis une vague froide me traverser entièrement. Et qu'a-t-elle fait ensuite? Elle ne m'a pas laissé le temps de finir l'estimation. Elle a reçu un appel et est partie précipitamment. Je me suis dit que je reverrais les pièces un autre jour, mais il haussa les épaules. Je ne les ai jamais revues. Je remerciai le bijoutier d'une voix faible, puis quittai la boutique en titubant légèrement. La brume du dehors me fouettait le visage, mais je n'y prêtais aucune attention. Les mots de l'enveloppe résonnaient en boucle. Elle a déjà revendu la moitié. Je marchais sans regarder où j'allais, habité par une seule certitude grandissante. Marianne n'était plus seulement en train de me mentir, elle était en train de me dépouiller morceau par morceau, comme si ma vie n'était plus qu'un inventaire à liquider avant même que je ne disparaisse. Et pour la première fois, je compris que si je ne réagissais pas vite, il ne resterait peut-être bientôt plus rien à sauver. En quittant la bijouterie, je sentis mes jambes devenir plus lourdes à chaque pas. L'air semblait épais, comme si la ville elle-même retenait son souffle. J'avais l'impression de marcher dans une réalité légèrement décalée, où les gestes des passants paraissaient trop rapides, trop assurés, tandis que les miens étaient hésitants, presque vacillants. Je m'arrêtai un moment près d'un banc pour reprendre mon souffle. Mes doigts tremblaient encore. Les mots du bijoutier tournaient dans ma tête. Manteau beige, très pressé. C'était elle. Il n'y avait plus de doute. Je rentrai chez moi d'un pas rapide, presque mécanique. Arrivé à l'intérieur, je fermai la porte avec précaution, vérifiant 2 fois la serrure, puis allumai les lumières. Mon appartement, d'ordinaire si familier, me semblait étranger. Je posai mon sac, m'assis au bord de la table et ressortis l'enveloppe reçue plus tôt. La phrase me frappa encore une fois. Elle a déjà revendu la moitié. La moitié. Cela signifiait que ce qui me restait n'était déjà plus qu'un souvenir. Je sentis une colère sourde monter, une colère que je ne m'étais jamais autorisée contre ma propre fille. Je me levai brusquement et ouvris l'armoire où je rangeais les pièces restantes, espérant sans y croire que quelque chose aurait réapparu. Mais les tiroirs vides me renvoyèrent le même silence glacial. Tout avait disparu. Je refermai doucement, puis m'appuyai un moment contre le meuble pour ne pas perdre l'équilibre. Comment Marianne avait-elle pu franchir une ligne aussi terrible? Comment en était-elle arrivée à vendre ce qui représentait l'histoire de notre famille, nos souvenirs les plus chers? Je pris mon téléphone. Il était temps de cesser d'attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes. Luciane avait raison. Je devais chercher de l'aide. J'hésitai un moment avant de composer le numéro du commissariat. Je ne voulais accuser personne, pas encore, mais j'avais besoin de comprendre ce que je pouvais faire légalement. Après quelques tonalités, une voix jeune répondit: Commissariat de quartier, agent Joubert à l'appareil. Sa voix était claire, posée. Bonjour, je ne sais pas si j'appelle au bon endroit. J'ai un problème avec des objets volés et peut-être une personne de ma famille. Je n'arrivais pas à terminer ma phrase. Madame, prenez votre temps. Voulez-vous que je vous pose quelques questions? Je lui expliquai la disparition progressive des bijoux, mon absence de preuves directes, l'enveloppe anonyme, la visite de ma fille. Il ne m'interrompit presque pas. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était devenue légèrement plus grave.
Madame Morel, ce que vous décrivez ressemble peut-être à un conflit familial, mais aussi à une situation de vulnérabilité. Nous pouvons enregistrer une main courante sans accuser personne. Cela permettra, si les faits s'aggravent, d'avoir une trace officielle. Vous pouvez venir cet après-midi si vous êtes disponible. Je restai silencieuse un instant, émue par sa douceur. Oui, oui, je viendrai. Merci. Prenez vos papiers, les photos des bijoux si vous en avez, et tout ce qui vous semble utile. Nous vous aiderons à faire le point. Après avoir raccroché, je restai assise un long moment, le téléphone encore contre ma joue. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, je me sentais moins seule. L'idée de franchir les portes d'un commissariat me terrifiait, mais une part de moi, discrète jusqu'alors, se redressait. Une part qui refusait de se laisser effacer. Je me mis à rassembler ce que je pouvais. Les anciennes factures, des photos des bijoux portés lors d'événements familiaux, même un portrait de ma mère portant la broche disparue. Je glissai le tout dans une pochette transparente. Au moment de fermer la pochette, j'hésitai puis y ajoutai le ruban rouge et l'enveloppe anonyme. Même si cela ne constituait pas une preuve formelle, c'était un début. Avant de partir, je me regardai un instant dans le miroir de l'entrée. Mes traits étaient qu'étirés, mes yeux plus sombres que d'habitude. Mais quelque chose de nouveau apparaissait dans mon reflet. Une détermination calme, presque dure. Une femme qu'on ne balayerait plus d'un revers de main. Je pris mon manteau, vérifiai encore une fois les documents, puis sortis de l'appartement. Le couloir était silencieux. Je fermai la porte derrière moi et descendis les escaliers sans me retourner, comme si un simple regard en arrière risquait de me faire renoncer. Aujourd'hui, je n'allais plus subir. Aujourd'hui, j'allais commencer à comprendre. Le trajet vers le commissariat me parut étrangement long, bien que je connaissais chaque rue par cœur. J'avais glissé ma pochette de documents dans mon sac, la tenant serrée contre moi comme un bouclier fragile. À mesure que j'approchais, mes pas ralentirent malgré moi. Je craignais le regard des policiers, les questions trop directes, la possibilité qu'on me prenne pour une vieille femme excessive. Cette peur d'être jugée me collait à la peau depuis des années, entretenue subtilement par les remarques de Marianne. Mais aujourd'hui, je refusais de la laisser m'immobiliser. Lorsque je poussai la porte vitrée du commissariat, une bouffée d'air froid me saisit. L'intérieur était simple, fonctionnel, avec une odeur de papier et de café tiède. Quelques personnes attendaient, le visage fermé. Derrière un comptoir, un jeune policier leva les yeux. Je reconnus aussitôt la voix entendue au téléphone. Madame Morel. Je hochai la tête, soulagée par sa douceur. Suivez-moi, s'il vous plaît, dit-il en m'indiquant un petit bureau vitré. Je m'assis, les mains jointes, pendant qu'il sortait un formulaire. Son regard attentif me mit un peu plus à l'aise. Racontez-moi ce qui vous amène. Prenez votre temps. J'ai expliqué tout. La disparition des bijoux, les traces de passage, le dossier manquant, l'enveloppe anonyme, le témoignage de Lucienne, l'attitude étrange de Marianne. À mesure que je parlais, je voyais les sourcils du jeune homme se froncer légèrement, signe qu'il prenait mes propos au sérieux. Cela me donna du courage. Avez-vous des preuves matérielles? Je sortis la pochette. Juste cela, des photos, des factures, et ceci. Je lui tendis le ruban rouge et l'enveloppe. Il examina longuement la feuille. Rien de compromettant directement, mais c'est cohérent avec un contexte de pression ou de manipulation. Vous avez bien fait de venir. Ces mots me réchauffèrent plus que je ne l'aurais imaginé. Que puis-je faire maintenant? Demandai-je. Il réfléchit un instant. Nous allons enregistrer une main courante. Cela mettra votre situation au dossier. Si quelque chose se reproduit, même minime, appelez-nous immédiatement. Et surtout, ne restez pas seul face à votre fille si vous vous sentez menacé. Je baissai les yeux, un peu honteuse. C'est ma fille. Je n'arrive pas à croire qu'elle puisse... Il posa doucement son stylo. Les conflits familiaux sont les plus difficiles, mais votre sécurité passe avant tout. Si quelqu'un exploite votre confiance ou votre vulnérabilité, ce n'est pas de votre faute. Je sentis mes yeux s'embuer. Je pris une inspiration lente pour me retenir. Merci à Jean Joubert. Vous me faites sentir moins folle. Un léger sourire éclaira son visage. Vous ne l'êtes pas du tout. Vous êtes lucide et vous agissez. C'est important. En sortant du commissariat, je me sentais plus légère, comme si j'avais enfin posé un pied sur un sol solide. Pourtant, en marchant vers chez moi, une inquiétude nouvelle naquit. Si quelqu'un m'avait envoyé cette enveloppe, cette personne savait où je vivais, et surtout,
savait ce que Marianne faisait. En arrivant dans mon immeuble, je remarquai que la lumière du couloir clignotait faiblement. Je montai les marches lentement. Lorsque je passai devant la porte du second étage, j'entendis un bruit léger, comme un souffle coupé par surprise. Je tournai la tête brusquement. Rien. Le couloir était vide. Je restai immobile un instant, à l'écoute. Un silence complet. Je repris ma marche, mais un frisson me parcourut. Quelqu'un était là, j'en étais certaine. Peut-être une oreille attentive, peut-être une menace silencieuse. Je hâtai le pas jusqu'à ma porte et la refermai d'un geste nerveux. À peine à l'intérieur, j'aperçus une feuille glisser sous mon paillasson. Je me figeai, le souffle suspendu. Je m'accroupis lentement pour la ramasser. Un simple mot, écrit à la hâte. Elle revient ce soir. Je restai accroupie, incapable de me relever, la feuille tremblant entre mes doigts. Marianne revenait. Et cette fois, je savais qu'elle ne venait pas par tendresse. Cette nuit-là serait décisive, et je n'avais plus droit à l'erreur. Je restai longtemps debout dans l'entrée, la feuille encore froissée dans ma main. Elle revient ce soir. Ces mots vibraient dans l'air comme un avertissement dont je ne pouvais ignorer la portée. Qui l'avait écrit? Qui surveillait mes allées et venues? Ou celle de Marianne? Je ressentis une angoisse nouvelle, une impression oppressante que quelque chose m'échappait, que des gens autour de moi savaient plus que je ne le pensais. Je posai la feuille sur la table et retirai mon manteau, mais mes gestes étaient mécaniques, comme si mon esprit s'était dédoublé, une moitié observant l'autre depuis l'extérieur. Je fis quelques pas dans le salon et m'arrêtai. Devais-je rester ici ce soir, comme si de rien n'était? Ou partir, me réfugier chez Lucienne? Mais si Marianne arrivait et ne me trouvait pas, que ferait-elle? Était-il plus dangereux de l'affronter ou de la fuir? Je réfléchissais encore quand mon regard tomba sur le téléphone dans ma poche. L'idée d'appeler Lucienne me traversa, mais je la repoussai. Je ne voulais pas lui imposer ma peur. Pas encore, elle avait déjà fait beaucoup. Je me dirigeai vers la cuisine pour boire un verre d'eau, mais le simple contact du verre froid fit remonter une vague de frissons dans mes bras. La maison semblait trop silencieuse, trop attentive. J'avais l'impression que chaque bruit, chaque craquement s'amplifiait 10 fois plus qu'à l'habitude. Je posai le verre et retournai m'asseoir dans le salon. La feuille sur la table m'attirait comme un aimant. Je la repris et la relus, encore et encore, à la recherche d'un indice. Rien, pas même une écriture reconnaissable. Une lettre penchée, une encre légèrement baveuse, un geste rapide, rien de plus. Je repensais à l'enveloppe reçue plus tôt. 2 messages anonymes en une seule journée. Ce n'était plus un hasard. Quelqu'un surveillait ma fille. Quelqu'un voulait que je sache ce qu'elle faisait. Mais qui pouvait vouloir mon bien au point de s'exposer ainsi? Ou au contraire, qui voulait semer la peur entre nous pour une raison encore obscure? Je passai une main sur mon front. Mes pensées tournaient trop vite, j'avais besoin d'air, je me levai et ouvris la fenêtre du salon. Le froid nocturne entra brusquement, mais me fit du bien. Je me penchai légèrement. La rue était vide, éclairée seulement par un lampadaire jaune dont la lumière vacillait doucement. Rien d'inquiétant. Pourtant, une silhouette semblait avoir été là quelques instants plus tôt, juste sous la lumière. Peut-être mon imagination, ou peut-être pas. Je refermai la fenêtre, me sentis soudain épuisée. À cet instant, mon téléphone vibra dans ma poche. Je sursautai, le cœur battant. Un message. De Marianne. On peut parler ce soir, maman? J'ai quelque chose à t'expliquer. Mes doigts devinrent glacés. Était-ce la conversation qu'elle attendait depuis le début? Ou bien venait-elle préparer une nouvelle manipulation? Je ne répondis pas tout de suite. Je posai le téléphone sur la table et respirai profondément. Je devais y aller avec prudence. Au bout de quelques minutes, je lui écrivis simplement « Oui, à quelle heure ?» La réponse arriva presque aussitôt. « Vers 20 heures, je passerai chez toi. » Je regardai l'horloge. Il restait moins de 2 heures. 2 heures pour comprendre comment me protéger, comment rester lucide. Je retournai vers mes papiers, comme si leur simple présence pouvait m'ancrer dans la réalité. Je sortis les photos, les factures, le ruban rouge, l'enveloppe, tout ce qui constituait le puzzle encore incomplet de ce qui se tramait autour de moi. Je posai aussi mon téléphone à côté, prête à appeler le commissariat si la situation dérapait. L'agent Joubert avait été clair. Ne pas rester seule si je me sentais menacée. Je n'avais pas envie de le déranger, mais au fond de moi, une part lucide savait que Marianne n'était plus celle qu'elle avait été.
Le temps sembla s'étirer à l'infini, chaque tic-tac du réveil résonnait comme un coup de marteau. Je me surpris à sursauter lorsque le frigo se mit en marche. J'allais fermer les volets quand j'entendis un bruit dans le couloir, un pas léger, puis un autre. Je coupai instinctivement la lumière et restai immobile. Une ombre glissa sous ma porte. Je m'approchai lentement, le souffle coupé. L'ombre s'arrêta, puis un glissement discret, un froissement. Quelqu'un venait de déposer quelque chose. Je restai figée plusieurs secondes avant d'oser ouvrir. Un mot, plié en deux, attendait sur le sol. Je le ramassai d'une main tremblante. Ne la laissez pas entrer seule. Je refermai la porte, et cette fois, ce ne fut pas la peur qui me submergea, mais une certitude glaciale. Quelqu'un, quelque part, savait exactement ce qui allait se passer ce soir, et ce quelqu'un n'essayait pas de me faire paniquer. Il essayait clairement de me sauver. Je restai un long moment debout, le mot serré entre mes doigts. Ne la laissez pas entrer seule. Cette fois, ce n'était plus seulement un avertissement, c'était une instruction précise. Quelqu'un connaissait non seulement mes craintes, mais aussi les intentions de Marianne. Je sentis un frisson me parcourir la nuque. L'idée qu'un inconnu suive nos mouvements, nos conversations, nos gestes, aurait dû me terroriser davantage. Et pourtant, au fond de moi, un sentiment inattendu s'éveillait, celui d'être soutenue, observée non pour me nuire, mais pour me protéger. Je posai le mot sur la table à côté des deux précédents. 3 avertissements, 3 messages différents, mais la même écriture rapide. Je m'assis et les relus à voix basse, comme si les entendre pouvait m'aider à comprendre ce qui se déroulait autour de moi. Il ne me restait qu'1 heure avant l'arrivée de Marianne. Mon esprit tournait vite. Qui pouvait être derrière ces billets anonymes? Le jeune homme au scooter? Quelqu'un de son entourage? Un voisin qui aurait vu ou entendu quelque chose? Ou pire encore, quelqu'un qui collaborait avec elle mais qui aurait changé d'avis? Je me levai pour vérifier la fenêtre du salon. Elle donnait sur la rue, désormais plongée dans la pénombre. Une silhouette immobile se tenait sous le lampadaire, légèrement penchée en avant, comme si elle observait quelque chose ou quelqu'un. Je sentis mon souffle se bloquer. Impossible de distinguer son visage. L'individu resta immobile quelques secondes avant de s'éloigner lentement. Mon cœur battait trop vite, mais aucune hostilité ne se dégageait de cette présence. Peut-être n'était-ce qu'un passant, ou peut-être pas. Je fermai les volets par précaution, allumai une lampe et me forçai à respirer plus calmement. Je jetai un œil aux documents préparés pour l'agent Joubert. Chaque photo, chaque facture, tout constituait une partie de ce que j'avais perdu. Une brèche s'ouvrit en moi, mêlant chagrin et lucidité. L'idée que Marianne avait pu vendre ces objets sans même hésiter me fit monter une douleur vive dans la poitrine. Ce n'étaient non pas de simples bijoux. C'était l'histoire de ma mère, puis la mienne, un héritage transmis avec amour, non pour être monnayé, mais pour traverser le temps. Soudain, mon téléphone vibra, un message. Je sursautai. « Je suis en bas, tu peux m'ouvrir ?» Il était encore trop tôt. Il n'était que 19h42. Une précipitation qui ne lui ressemblait pas. Je ne répondis pas. Je me dirigeai lentement vers l'entrée et approchai l'œil de l'œilleton. Rien. Le palier semblait vide. Pourtant, un son léger s'éleva du couloir, un frottement puis un souffle. Je reculai instinctivement. Devais-je ouvrir ou appeler la police? Le mot trouvé quelques minutes plus tôt me brûlait encore la mémoire. Ne la laissez pas entrer seule. Je retournai dans le salon, ramassai mon téléphone et composai le numéro du commissariat. Au moment où mon doigt allait appuyer sur l'appel, un coup sec à la porte me fit sursauter si violemment que le téléphone glissa de ma main. « Maman, ouvre-moi, je sais que tu es là. » Sa voix, claire, maîtrisée, trop maîtrisée. Je me baissai pour reprendre le téléphone, mais mes doigts les tremblaient. Je ne composais rien, pas encore. « Pourquoi tu n'ouvres pas? On doit parler, c'est important. » Je gardai le silence, retenant mon souffle. Elle frappa de nouveau plus fort. « Maman, tu ne vas quand même pas commencer à avoir peur de ta propre fille ?» Le ton secoua quelque chose en moi. Ce n'était pas une supplique. C'était presque une injonction. Je ressentis soudain une vague de lucidité froide. Elle n'était pas venue pour s'excuser, ni pour expliquer. Elle venait imposer quelque chose, me convaincre ou me faire céder. Je fis un pas en arrière, puis un autre. Les coups cessèrent. Un silence lourd s'installa. J'eus l'impression que le couloir retenait son souffle. Je collai l'oreille contre la porte. Rien. Pas un pas, pas un souffle. Elle était toujours là, j'en étais certaine. Je pris mon téléphone,
plus fermement cette fois, et envoyai un message rapide à Lucienne. Ne ouvre pas la porte. Marianne est là. Je ne me sens pas en sécurité. Une réponse arriva presque aussitôt. J'arrive. N'ouvre à personne. Je reculai encore, m'adossai au mur. Le silence se fit plus lourd, comme si la maison entière retenait son souffle. Puis, soudain, un craquement faible retentit derrière la porte, comme si quelqu'un glissait quelque chose par terre. Je m'approchai avec prudence. Une ombre minuscule dépassait sous la porte. Une clé que je reconnus immédiatement, la copie que je lui avais donnée il y a des années. Un message l'accompagnait, écrit à la hâte sur un morceau de papier, au cas où tu ferais encore un drame. Je restai là, figée, la gorge serrée. Elle ne voulait pas que je lui ouvre, elle voulait entrer. Peu importe ma volonté. La clé resta un long moment posée sur le sol, comme une menace silencieuse glissée entre nous. Je n'osais pas la toucher. Je la regardais comme si elle pouvait s'animer à tout instant. À travers le bois de la porte, je sentais encore la présence de Marianne, tapie dans le couloir, attendant un signe, un mouvement, un prétexte pour entrer. Je me reculai, chaque pas mesurant la distance entre son intention et ma sécurité. Le silence s'étirait, presque palpable, et pourtant je savais qu'elle était là. Une fille ne disparaît pas aussi vite lorsqu'elle pense avoir un droit sur votre vie. La lumière du couloir filtrée par l'interstice dessinait une ligne pâle sur le sol. Je ne distinguais aucun mouvement, mais mon instinct me hurlait qu'elle n'était pas partie. Peut-être retenait-elle son souffle comme moi, peut-être collait-elle son oreille contre la porte. Cette idée me fit frissonner. Je me détournai et allai reprendre mon téléphone tombé plus tôt. Il vibra au même instant. Un message de Lucienne. Je suis là dans 3 minutes. Ne bouge pas. Je sentis un soulagement fragile, à peine perceptible. Le temps sembla soudain ralentir, chaque seconde frappant mes tempes comme un tambour. Je retournai vers la porte, inspirai doucement, tentai d'écouter, aucun son. Puis, soudain, un froissement rapide comme un tissu qu'on effleure. Je sursautai. La poignée vibra légèrement, imperceptiblement, mais suffisamment pour que mon cœur rate un battement. Marianne essayait-elle de tester la serrure ou cherchait-elle simplement à me mettre à bout? Je serrai le téléphone entre mes doigts. Devais-je appeler le commissariat tout de suite? Prévenir l'agent Joubert? La panique me gagna un instant, mais je la repoussai comme on retient une vague. Je ne voulais pas passer pour celle qui exagère au moindre bruit, j'avais besoin d'être certaine de ce qui se passait. Je m'approchai à nouveau du Judas, lentement, très lentement. Je posai mon œil contre le cercle froid. Personne. Le couloir était vide. Une sensation glacée me traversa. Elle se cachait alors, ou elle était descendue en entendant Lucienne arriver. Cette pensée me donna juste assez de courage pour respirer plus profondément. Lorsque la sonnette retentit quelques secondes plus tard, claire et franche, je savais déjà que ce n'était pas elle. Je vérifiai le Judas, Lucienne, essoufflée, inquiète, le manteau encore ouvert. Je déverrouillai rapidement et elle entra en refermant aussitôt derrière elle. « Elle est chez venue ?» souffla-t-elle. Je lui tendis la clé restée au sol. Elle voulait entrer, avec ça. Lucienne pâlit légèrement. « Édith, ce n'est plus un simple conflit. Tu dois absolument te protéger. Ne reste plus jamais seule quand elle dit qu'elle vient. Comprends-tu ?» Je hochai la tête, incapable de parler. Elle prit ma main. « Ce soir, je reste avec toi. Peu importe ce qu'elle avait à dire. » Je respirai enfin un peu mieux. Mais une conviction profonde, douloureuse, s'ancra en moi. Marianne n'allait pas renoncer. Pas maintenant, pas après tout ce qu'elle avait déjà pris. Et la suite serait pire. Lucienne resta près de moi, assise dans le fauteuil du salon, tandis que je tentais de reprendre mon souffle. Le calme revenu dans l'appartement avait quelque chose d'artificiel, comme si le silence n'était qu'une couverture tendue sur une inquiétude plus profonde. Je posai la clé sur la table, sa présence suffisante à me rappeler la menace. Lucienne l'observait avec une gravité nouvelle, presque maternelle. « Elle n'a plus aucune limite, » murmura-t-elle. Je baissai les yeux. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Non, tu as voulu croire en ta fille. C'est normal. Personne n'imagine un jour devoir se défendre contre son propre enfant. Ces mots firent vibrer quelque chose en moi, une douleur mêlée d'un certain soulagement. Pour la première fois, quelqu'un nommait clairement ce que je n'osais pas penser. Lucienne se leva et fit quelques pas dans le salon, inspectant les fenêtres, les loquets, les ombres dans le couloir.
La lumière près de l'entrée, tu l'avais allumée demanda-t-elle. Non. Elle hocha la tête, pensive. Alors quelqu'un l'a fait avant que je n'arrive. Peut-être elle, peut-être quelqu'un d'autre. Je sentis mes épaules se tendre. La sensation d'être observée revint, plus précise, plus incisive. Je me demandais si Marianne était encore dans l'immeuble, tapie dans un coin sombre, attendant une occasion. Cette pensée me fit frissonner. Tu dois en parler à l'agent Joubert, ajouta Lucienne. Je n'ai que des impressions. Et des intrusions. Des messages anonymes. Et cette clé, ce n'est plus une simple intuition. Je m'assis, les mains serrées. Lucienne posa une couverture sur mes épaules. Ce geste simple me rappela combien j'avais oublié de prendre soin de moi. Depuis des années, toute mon énergie passait dans les besoins de ma fille, dans ses attentes, dans ses jugements. Je m'étais perdue sans m'en rendre compte. Edith, tu ne peux plus gérer cela seule, dit-elle doucement. Je levai les yeux vers elle. Et si la police ne me croit pas? Si Marianne les convainc que je me fais des idées? Lucienne secoua la tête. Ne laisse plus sa voix remplacer la tienne. Le doute, c'est elle qui te l'a implanté, pas toi. Son affirmation me fit trembler. Je repensais à toutes les fois où Marianne m'avait fait sentir incapable, confuse, fragile. À quel moment ce discours s'était-il infiltré dans ma tête au point de devenir une habitude? Soudain, un bruit léger retentit dans la cage d'escalier. Lucienne se figea. Je retins mon souffle. Des pas lents, mesurés, montés d'un étage. Pas lourds, pas pressés, juste, attentifs. Reste là, chuchota Lucienne en se dirigeant vers l'œil du Judas. Elle regarda longuement, puis recula, le visage tendu. Elle est revenue, souffla-t-elle. Mon cœur se serra. Elle a son manteau beige. Elle attend devant l'ascenseur. Elle ne sait pas que je suis ici. Les pas s'arrêtèrent. Un silence très dense envahit le couloir. Lucienne posa doucement sa main sur la poignée pour vérifier qu'elle ne bougeait pas. Elle écoute, murmura-t-elle. Je sentis mes jambes se dérober légèrement. Marianne était juste derrière cette porte, immobile, attentive, cherchant probablement à saisir le moindre indice pour savoir si j'étais seule ou vulnérable. Je n'osais plus bouger. Au bout de longues secondes, un froissement indiqua qu'elle se détournait. Ses pas reprirent, descendant lentement les escaliers, l'un après l'autre, jusqu'au rez-de-chaussée. Nous restâmes silencieuses encore un moment, jusqu'à ce que tout redevienne immobile. Lucienne revint près de moi. Elle ne va pas s'arrêter là. Je le savais. Je sentais déjà la prochaine vague approcher, plus lourde, plus sombre, et je compris que ce soir n'était pas une fin, mais seulement le début d'un affrontement que je n'avais plus le droit d'éviter. Lorsque les pas de Marianne s'évanouirent dans la cage d'escalier, un calme étrange retomba dans l'appartement. Mais ce n'était pas un apaisement, plutôt cette suspension glacée qu'on ressent juste après un danger lorsqu'on attend le suivant sans savoir d'où il viendra. Lucienne s'assit près de moi, son souffle encore tremblant. Je remarquai qu'elle serrait les poings pour masquer sa propre nervosité, ce qui ne fit que renforcer la mienne. Demain, nous irons ensemble au commissariat, dit-elle enfin. Tu montreras à l'agent Joubert ce qui s'est passé ce soir. Il faut qu'il sache donc que ce n'est plus seulement de la manipulation, mais une intrusion. Je hochai la tête sans parvenir à parler. Ma gorge était serrée, comme si tout l'air refusait de passer. J'avais toujours pensé que la pire douleur serait de perdre un enfant. Je n'avais jamais imaginé que la douleur pourrait venir de lui. Je me levai et fis quelques pas dans l'appartement, observant chaque fenêtre, chaque porte, chaque recoin. J'avais l'impression que tout avait changé de nature. Mon propre foyer n'était plus un refuge, mais un territoire vulnérable. Je m'arrêtai près de la fenêtre et écartai légèrement le rideau. La rue était vide, rien ne bougeait, mais l'absence de mouvement avait quelque chose de trop parfait, presque orchestré. « Tu crois qu'elle reviendra ce soir ?» murmurai-je. Lucienne s'approcha. Pas en sachant que je suis ici, mais elle reviendra, oui, pas forcément physiquement. Elle va essayer autrement. Je frissonnais. La connaître, c'était savoir qu'elle ne renonçait jamais à ce qui l'intéressait. Et si ce qui l'intéressait maintenant, c'était ce qu'il restait de mes économies, de mes biens, ou même de ma crédibilité, alors elle n'hésiterait devant rien. Je retournai m'asseoir. Lucienne posa sa main sur la mienne. « Dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles elle pourrait avoir accès ? Des documents, des comptes, des codes ?» Je réfléchis. Une nausée me prit lorsqu'un détail me revint.
Il y a quelques mois, Marianne m'avait demandé, d'un ton presque distrait, où je rangeais mes anciens relevés. Je n'y avais pas prêté attention. Aujourd'hui, je comprenais qu'elle m'avait posé cette question pour une raison précise. Oui, soufflai-je. Elle sait où je garde mes papiers bancaires. Elle sait que j'ai un compte d'épargne séparé. Lucienne blêmit. Edith, il faut vérifier tes comptes. Tout de suite. Elle se leva, apporta mon ordinateur portable et me le posa devant moi. Mes doigts tremblaient en tapant le mot de passe. Lorsque la page s'ouvrit enfin, une peur sourde m'envahit. Je cliquai sur mon compte épargne. Le sol sembla se dérober un instant. Une opération récente, effectuée il y a 3 jours, apparaissait en rouge. Un retrait de plusieurs milliers d'euros, effectué dans une agence où je n'avais pas mis les pieds depuis des années. Lucienne se couvrit la bouche. Ce n'est pas toi? Je secouai la tête, trop bouleversée pour répondre. Un bourdonnement sourd résonnait dans mes oreilles, comme si mon corps tentait d'amortir la violence de ce choc. Elle avait commencé. Elle ne s'était pas contentée des bijoux. Elle préparait autre chose, quelque chose de plus vaste, de plus grave. Lucienne posa doucement la main sur mon épaule. Demain matin, nous irons voir l'agent Joubert. Avec ça, ils ouvriront une enquête officielle. Tu n'es plus dans un conflit familial. Tu es victime d'une escroquerie. Je fermai les yeux. La colère, la tristesse, la honte, tout se mélangeait en un torrent que je n'arrivais pas à contenir. Mais au milieu de ce chaos intérieur, une certitude nouvelle émergea. Il n'y aurait plus de retour en arrière. Marianne avait franchi une ligne qu'aucune mère ne peut pardonner. Et désormais, je n'allais plus me défendre en silence. Je n'allais plus avoir peur. J'allais me battre. Le lendemain matin, je me réveillai avant même que le jour ne se lève, comme si mon corps avait décidé qu'il n'était plus permis de perdre du temps à dormir. Lucienne avait passé la nuit sur le canapé, dormant d'un œil, prête à se lever au moindre bruit. Lorsque je sortis de ma chambre, elle était déjà assise à la table, les mains autour d'une tasse de café fumant. « Tu as pu te reposer un peu ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête, même si la vérité était tout autre. Le sommeil avait été morcelé, hanté par des images de Marianne fouillant mes tiroirs, traversant mon appartement comme si tout lui appartenait. Mais il ne s'agissait plus de me plaindre ou de trembler. Aujourd'hui serait un tournant. Nous nous préparâmes en silence. Avant de partir, je rangeai les documents dans mon sac, les relevés bancaires, les photos des bijoux, le ruban rouge, les messages anonymes. J'hésitais en les touchant. Ces preuves, même minimes, représentaient désormais le fil qui reliait chaque élément de cette histoire. Un fil qui, une fois tiré, ferait apparaître tout ce que Marianne avait caché. Lorsque nous quittâmes l'appartement, l'air frais du matin me fouetta le visage. La rue était tranquille, lavée par la pluie de la veille. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de regarder autour de moi, comme si j'attendais de voir surgir une silhouette familière. Rien, pas un mouvement suspect. Lucienne posa une main rassurante dans mon dos. Au commissariat, l'agent Joubert nous accueillit aussitôt. Lorsqu'il vit mon expression, il comprit que la situation avait évolué. Entrez dans mon bureau, dites-moi ce qui s'est passé depuis hier. Je racontai tout. La visite nocturne de Marianne, la clé glissée sous ma porte, les messages anonymes et surtout le retrait sur mon compte épargne. Plus je parlais, plus son visage se durcissait. À la fin, il inspira profondément. Madame Morel, ce que vous me décrivez n'est plus seulement préoccupant, c'est un cas d'abus de faiblesse et d'escroquerie. Je vais transmettre immédiatement à la brigade financière. Nous allons ouvrir une enquête officielle. Lucienne posa sa main sur la mienne. Je vous avais dit qu'il prendrait cela au sérieux, murmura-t-elle. L'agent Joubert poursuivit. Je vais également envoyer un collègue récupérer les images de vidéosurveillance de votre immeuble. Votre fille est entrée chez vous en votre absence. Nous devons établir comment. Avez-vous toujours votre clé principale? Je la sortis de mon sac. Oui, mais elle avait une copie depuis longtemps. Il hocha la tête. Nous vérifierons si elle s'en est servie récemment. Il prit ensuite les messages anonymes et les examina longuement. Quelqu'un essaie clairement de vous avertir. Ce n'est pas commun. Il faudra déterminer qui. Cela peut être un témoin, un complice inquiet ou même quelqu'un que votre fille a approché pour vendre vos biens. Je sentis un frisson me parcourir. L'idée que la vie de Marianne touche des gens capables d'envoyer de tels messages me dérangeait profondément. Lorsque je sortis du commissariat, je me sentis à la fois plus légère et plus lourde qu'avant. Légère parce que la vérité commençait enfin à prendre forme. Lourde parce que cette vérité devenait irréversible.
Sur le trajet du retour, Lucienne resta silencieuse, respectant mes pensées. Arrivée devant mon immeuble, elle me prit doucement le bras. Maintenant, Edith, tu n'es plus seule et la justice est en marche. Tu vas récupérer ce qui t'appartient. Et surtout, tu vas récupérer ta vie. Je levai les yeux vers mon appartement, réalisé. Pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentis pas seulement de la peur. Je ressentis la force tranquille de quelqu'un qui se prépare enfin à reprendre ce qu'on lui a volé. Les jours qui suivirent furent d'une intensité étrange, presque suspendue. L'enquête officiellement ouverte semblait avoir déclenché une mécanique qui ne dépendait plus de moi. On m'appelait pour confirmer une date, pour reconnaître un objet, pour expliquer une opération bancaire. Chaque détail devenait une pièce d'un puzzle dont je ne contrôlais plus l'assemblage. Pourtant, au cœur de cette tourmente, une forme de paix inattendue s'installait en moi. Je n'avais plus à me battre seule contre un doute invisible. La vérité avançait et elle avançait pour moi. Un matin, l'agent Joubert m'appela plus tôt que d'habitude. Madame Morel, nous avons retrouvé 2 bijoux qui correspondent parfaitement aux descriptions que vous nous avez données. Ils ont été saisis lors d'une perquisition chez un receleur connu. Il a affirmé qu'une femme correspondant au signalement de votre fille les lui a vendus. Je sentis la pièce tourner légèrement autour de moi. Vous êtes sûr? Absolument. Nous allons vous demander de venir cet après-midi pour confirmation visuelle. Lorsque je raccrochai, Lucienne, qui préparait du thé dans la cuisine, accourut. Ça y est? Ils ont trouvé quelque chose? Je hochai la tête, incapable de parler. Mes yeux se remplirent de larmes. Pas de tristesse cette fois, ni de peur, un soulagement profond, presque douloureux. Les bijoux n'étaient plus seulement des objets, leur disparition avait représenté l'effacement de tout ce que j'avais transmis. Les retrouver signifiait récupérer un fragment de ma dignité, de mon histoire. L'après-midi, nous nous rendîmes au commissariat. Dans une petite salle, un officier déposa soigneusement une boîte scellée sur la table. À l'intérieur, 2 pièces familières m'attendaient, la broche en argent que mon mari m'avait offerte et la bague bleu nuit de ma mère. Elles semblaient presque me regarder, comme des amis perdus depuis longtemps. Je posai mes doigts dessus, très doucement, comme si j'avais peur de les briser. Oui, ce sont les miennes, dis-je enfin. Ma voix tremblait, l'officier hocha la tête. Nous avons également une déclaration du receleur. Votre fille lui a vendu ses pièces en utilisant un faux nom. Ce fut comme recevoir un coup sans surprise. Je savais déjà. Mais l'entendre, officiellement, dans cette salle froide, donna à cette vérité un poids irréversible. Lorsque nous ressortîmes, l'air du soir semblait plus froid que d'habitude. Lucienne prit mon bras. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Rien. Je fixai l'horizon un instant. Non, mais j'ai laissé faire, trop longtemps. Ce qui compte, Edith, c'est que tu as mis un terme. Sur le chemin du retour, mon téléphone vibra. Un message inconnu. Elle va tout nier. Mais tenez bon, les preuves sont suffisantes. Je m'arrêtai net, Lucienne pâlit. Encore lui, ou elle, celui qui t'envoie ses avertissements. Oui, je rangeai le téléphone lentement. Peu importe qui c'est, la justice voit enfin ce que je vois depuis des semaines. En rentrant chez moi, je posai la broche et la bague sur la table du salon. Elles brillaient sous la lumière douce, comme pour me rappeler que malgré les pertes, malgré les trahisons, quelque chose tenait encore debout. Et cette fois, ce quelque chose, c'était moi. Les jours qui suivirent la récupération des bijoux furent marqués par une étrange clarté. Tout ce qui m'avait semblé confus, tout ce qui m'avait plongé dans le doute, se recomposait désormais comme un tableau enfin éclairé. La police poursuivait son enquête, les preuves s'accumulaient, et moi, pour la première fois depuis des semaines, je respirais sans craindre le moindre bruit derrière ma porte. Lucienne venait chaque matin, parfois simplement pour partager un café, parfois pour m'aider à trier d'autres documents. Mais peu à peu, ma maison reprenait sa forme, mon esprit aussi. Un après-midi, l'agent Joubert m'appela pour m'informer qu'une convocation officielle avait été adressée à Marianne. Sa voix restait professionnelle, mais j'y percevais une nuance de prudence. Nous avons suffisamment d'éléments pour aller plus loin, dit-il. Mais je préfère vous prévenir. Il est possible qu'elle cherche à vous contacter. Ne répondez à rien. Je lui promis d'obéir. J'avais appris, désormais. Lucienne insista pour m'accompagner lorsque je sortis faire quelques courses. Je voulus protester, mais sa tendresse désarmante eut raison de ma fierté. Une amie ne laisse pas une amie marcher seule après une tempête, dit-elle.
Nous traversâmes le marché, et je me rendis compte à quel point je m'étais repliée sur moi-même. Les couleurs des étals, les rires, les odeurs de fruits, tout semblait plus vif, presque neuf. En rentrant chez moi, je trouvai sur le tapis une enveloppe officielle, non pas anonyme cette fois. Je l'ouvris avec précaution. C'était une notification du tribunal. J'avais été reconnue comme partie lésée dans une affaire d'abus de faiblesse. Les mots formaient une chaîne solide, un rempart contre ce qui m'avait longtemps fait vaciller. Je restai un moment à la lire et à la relire. J'avais été prise au sérieux. On me croyait, on me protégeait. Le soir même, je rangeai la broche et la bague dans un nouveau coffret plus solide que je plaçai en hauteur. Non par peur cette fois, mais par respect. Elles avaient y survécu, moi aussi. Lucienne, qui dînait avec moi, leva soudain son verre. À toi, Edith, à ta force. Tu t'es relevée d'une épreuve que beaucoup n'auraient même pas osé affronter. Je souris, touchée. Je ne me suis pas relevée seule, répondis-je simplement. Ce soir-là, en me couchant, je réalisai que quelque chose en moi s'était transformé. Je n'avais plus honte. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus cette fragilité qui me faisait accepter l'inacceptable. J'étais encore blessée, oui, mais debout. Et surtout, libre. Les jours suivants, je commençai à préparer un déménagement. Pas pour fuir, mais pour renaître ailleurs, entourée de personnes qui veillaient vraiment sur moi. Un quartier plus calme, un appartement plus lumineux, une nouvelle page. Enfin, avant de quitter mon ancien foyer, je fis une dernière fois le tour du salon. J'y laissai une sensation que je croyais perdue, celle d'être de nouveau maîtresse de ma vie. Et si mon histoire vous a touché, si elle vous a rappelé qu'on ne doit jamais laisser quelqu'un voler notre voix ou notre dignité, alors restez avec moi, soutenez cette chaîne, abonnez-vous, partagez l'histoire pour que d'autres aient eu le courage, eux aussi, de reprendre leur place.